Ensuite, nous avons les augmentations des capitaux propres. Dans l'augmentation des capitaux propres, il y a deux choses. Il y a augmentation de capital ou apport, et ensuite on a augmentation des autres capitaux propres. Alors, dans augmentation de capital ou apport, c'est quoi le principe? Alors, le principe, pour faire simple, mais je vous ai fait une synthèse après, parce que là aussi, ça peut être un tout petit peu complexe. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on va mettre dans le principe général, on va mettre l'augmentation de capital plus les éventuelles augmentations des primes d'émission et de fusion. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on est bien dans le haut des bilans? On est bien dans l'augmentation de capital ou apport, c'est logique de mettre l'augmentation de capital, c'est logique de mettre l'augmentation des primes d'émission et de fusion. Alors, moi je dis, attention, à un piège. Là, il y a au moins un piège assez sérieux. Dans l'augmentation de capital, le problème, c'est qu'on peut augmenter le capital en intégrant des réserves dans le compte capital. Je vous rappelle que ça fait partie aussi du cours de compta gêné. Comment on fait pour augmenter le capital? Pour augmenter le capital, la première solution, c'est simple, c'est de demander à ses actionnaires qu'ils vous versent de l'argent. Est-ce qu'on est tous d'accord? Dans ce cas-là, nous, on cherche de l'argent. Rappelez-vous, les tableaux de financement, c'est pour la variation de la trésorerie. Donc, on ne s'occupe que de ce qui fait augmenter ou diminuer la trésorerie. Si jamais on augmente le capital et en échange, les actionnaires nous donnent de l'argent, c'est bien de l'argent qui est rentré. Est-ce que vous êtes d'accord? Si en augmentant le capital, on a fait payer aux nouveaux actionnaires des primes d'émission ou des primes de fusion, c'est bien de l'argent qui est rentré. Donc, on l'intègre bien. Mais le problème, c'est que quelquefois, on peut, et on a le droit, d'augmenter le capital en diminuant les réserves. Si on fait ça, le problème, c'est que le compte capital, il va augmenter. Mais est-ce qu'il y aura de la trésorerie qui sera rentrée dans l'entreprise? Non. On a fait juste, en fait, un virement d'un compte à un autre. C'est-à-dire qu'on a diminué le compte réserve et on a augmenté le compte capital. Est-ce que vous êtes d'accord? Dites-moi, vous êtes passé par un 512 ou un 53 en faisant ça? Le compte capital, on va faire simple, c'est un compte 101, vous êtes d'accord? Les réserves, c'est un compte 106. Si vous diminuez les réserves pour augmenter le capital, quelle écriture vous allez passer pour faire simple? 106 à 111 ou 101, est-ce que vous êtes d'accord? Mais dites-moi, il n'y a pas d'argent qui est rentré. Donc, les augmentations de capital par incorporation de réserves ne doivent pas être prises en compte là, parce que ce n'est pas de l'argent qui rentre. On est bien d'accord? En revanche, les variations des primes d'émission et de fusion, oui, ça rentre, parce que là, forcément, je vous rappelle, primes d'émission et de fusion, c'est obligatoirement payé par les nouveaux actionnaires ou ceux qui rentrent. On est bien d'accord? Alors, je vais, comme on dit dans le midi, quicher un petit peu. Il existe encore une autre façon d'augmenter le capital, et celle-là, elle est un peu plus complexe, c'est, vous savez, diminuer les dettes fournisseurs pour augmenter le capital. C'est rare, attention, c'est rare. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Imaginez, dans le monde réel, ça veut dire qu'on a des dettes fournisseurs très importantes et qu'on ne peut pas les rembourser. Et à ce moment-là, on peut aller voir le fournisseur en lui disant « Écoutez, je ne peux pas vous payer, pour l'instant, on a des difficultés de trésorerie, mais en revanche, ce qu'on peut faire, si vous l'acceptez, vous, fournisseur, on peut supprimer la dette fournisseur et la remplacer par une augmentation de capital. C'est-à-dire qu'on vous donne, vous comprenez, des parts de capital. Ça existe, ça s'est fait. Dans de très grandes sociétés, ça se fait quelquefois. Attention. Est-ce que dans ce cas-là, on doit intégrer l'augmentation de capital par incorporation de réserve? Là, est-ce qu'on doit l'intégrer ou non? Là, je vous vois, paf, pile, face, je ne sais pas, ça tombe sur la tranche, on hésite. Alors là, c'est un peu complexe, je me moque de vous, mais c'est un petit peu plus complexe. Là, qu'est-ce qu'on va passer comme écriture? On va débiter le compte 401, donc on va supprimer la dette fournisseur, et on va augmenter le compte 101 capital. Je lis dans les yeux de certains, donc,
on n'utilise pas le compte 512 et 53. Donc, on ne doit pas l'intégrer. Dommage. Et pourquoi dommage? Eh oui, parce que les dettes fournisseurs, elles sont exigibles au départ. Donc, si on supprime la dette fournisseur pour la remplacer par une augmentation de capital, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une dette qu'on a à payer en moins. Donc, c'est de la trésorerie en plus. C'est dans ce sens-là qu'il faut intégrer les augmentations de capital par incorporation des dettes fournisseurs. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai qu'en passant l'écriture, on n'a pas utilisé le 512 ou 513, ou 53, pardon. Mais en même temps, intellectuellement, c'est supprimer une dette fournisseur, c'est pas pareil que supprimer des réserves, est-ce que vous comprenez? Supprimer une dette fournisseur, ça veut dire que je n'ai plus à la payer. Ben, c'est de la trésorerie en plus, je suis désolé. D'accord? C'est ça exactement le principe. Vous voyez la différence? Comme je vous disais tout à l'heure, je quiche un petit peu. D'accord? Mais ça fait du bien. Qui peut le plus, peut le moins. On est d'accord? Alors, il va falloir aussi que je vous parle. Donc, on a vu le problème de l'incorporation des réserves dans le capital. On vient de le régler. Maintenant, également, un peu plus chaud, le problème du compte 109. Écoutez bien. Comment vous expliquer ça? Je ne veux pas que, quand vous faites un tableau de financement, je ne veux pas que ça vous quitte un seul instant ce que vous cherchez. Vous cherchez de l'argent, de la trésorerie. Le problème, c'est que si vous avez, enfin l'avantage, si vous avez ça en tête, tout le temps, en permanence, c'est de la trésorerie que je cherche. Imaginez que le compte capital est augmenté d'une année sur l'autre. Compte à gêner encore, hein, à nouveau. Hein. Le problème, c'est que vous savez que quand on fait une augmentation de capital, on n'est pas obligé de libérer la totalité du capital au moment où on crée la société, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord? Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait en comptabilité? Parce que ça, c'est le problème. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, tout le monde, ça surprend beaucoup de gens, j'ai dit on ne peut pas faire de l'analyse financière correcte quand on ne comprend rien en comptabilité générale. Le problème, c'est que beaucoup de gens font de l'analyse financière et ne comprennent rien en comptabilité générale. Donc, ça finit par poser des problèmes, et celui-là en particulier. Quelle est l'écriture que l'on passe quand il y a du compte 109? Je ne sais plus. J'ai oublié. Et pourtant, où est la difficulté? Regardez bien. On va dire qu'on augmente le capital de 1 million d'euros et, suivez-moi bien, 1 million d'euros, mais on ne demande, lors de la création, que 800 000 euros. Et donc, il y a 200 000 euros qui ne sont pas appelés immédiatement. Vous me suivez? Quelle écriture vous passez? 512 banques au débit. Donc, c'est de l'argent, c'est de l'argent. 512 banques, pour combien? 800 000 euros. Vous débitez le compte 169, capital souscrit non appelé, pour 200 000 euros. Et au passif, enfin au crédit, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez le compte 101 ou capital pour combien? 1 million d'euros. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que d'une année à l'autre, le compte capital a bien augmenté de 1 million d'euros. Tout le monde est d'accord. Le problème, en argent. On n'a pas touché 1 million d'euros. La preuve, dans le 512, combien on a mis? 800 000 euros. C'est-à-dire que vous voyez que dans l'augmentation de capital, qui apparaît sur 2 bilans successifs, il faut faire attention pour voir si, d'une année sur l'autre, il n'y a pas eu du 109 qui a été intégré à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que dans mon exemple, là, l'augmentation de capital, ça serait quoi? La variation du compte capital d'une année à l'autre. L'année dernière, il y avait 4 millions, maintenant il y a 5 millions. Donc ça ferait plus 1 million, moins l'augmentation du compte 109. Moins, il n'y avait rien l'année dernière dans le 109. Cette année, il y a 200 000. 1 million moins 200 000, ça fait bien 800 000. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Donc, le problème du compte 109, il faut y faire attention. C'est-à-dire qu'en clair, s'il y a une augmentation de capital, le premier cas est où? Fin N-1, il n'existe pas de compte 109 dans le bilan d'une entreprise. En N, intervient une augmentation de capital dont une partie n'est pas appelée. Eh bien, fin N, le compte 109 apparaît à l'actif. Est-ce qu'on est d'accord avec ça?
Eh bien, dans ce cas-là, on intégrera en ressources, dans le poste augmentation de capital, on ne prendra que la partie appelée. Dans mon exemple, 1 million de capital d'augmentation, mais de l'autre côté, ça a augmenté le 109 de 200 000. Donc, en trésorerie, il n'y a rien à faire, vous n'avez touché en argent que 800 000 euros. 1 million d'augmentation de capital, moins 200 000 d'augmentation du compte 109. D'accord ? Le deuxième cas qui peut arriver, c'est fin N-1, le compte 109, il était à l'actif, et fin N, il n'apparaît plus ou il a diminué. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? L'année dernière, il y avait du 109, cette année, il n'y en a pas. Ben, ça veut dire que pendant l'année, on a touché de la trésorerie. Vous voyez ? De la trésorerie. Parce que comment il a été supprimé, le compte 109 ? Ben parce que le chef d'entreprise ou le PDG a appelé le compte 109. Vous vous souvenez ? Ben, s'il l'a appelé, ben c'est bien de l'argent qui est rentré. D'accord ? OK ? Donc voilà les deux cas qui peuvent arriver. Donc quand on fait la synthèse, vous allez maintenant comprendre, tout à l'heure je vous ai donné le principe général, cette fois-ci je vais vous donner la synthèse. Pour avoir la variation du compte capital dont on a besoin, vous faites capital N moins capital N moins 1, ça vous l'avez dans les deux bilans, bien sûr, forcément, plus, regardez bien, j'ouvre la parenthèse, prime d'émission de N moins prime d'émission de N moins 1, c'est bien la variation des primes d'émission, moins l'augmentation du compte 109 entre N et N-1, c'est exactement ce que je vous expliquais, moins les primes d'émission éventuellement, tout est écrit, j'ai fait attention, hein, éventuellement, je n'ai pas dit moins les primes d'émission, j'ai dit moins les primes d'émission éventuellement incorporées au capital en N. Et oui, moins les réserves éventuellement incorporées au capital en N. Oui, parce qu'on peut, pendant l'année, diminuer les réserves, diminuer les primes d'émission pour augmenter le capital. Dans les deux cas, je diminue les réserves, je diminue les primes d'émission pour les incorporer au capital. Ce n'est pas de l'argent qui est rentré. Est-ce que c'est bien clair ? D'accord ? Alors pour le savoir, confère, annexe, renvoi, bon après il faut s'adapter à l'énoncé, bien entendu. On est d'accord ? Voilà la synthèse. En faisant ça, vous ne risquez pas de vous tromper si vous connaissez ça pour avoir la variation du compte capital. Maintenant, il y a un poste qui s'appelle augmentation des autres capitaux propres. Alors là, il y a deux postes à l'intérieur. Augmentation des avances conditionnées et ensuite les montants des subventions d'investissement reçues en N. Alors, je vais commencer par le plus simple, on va pas, parce que ça on l'a vu 14 fois déjà. Regardez, c'est l'augmentation des autres capitaux propres. Ça ne va pas vous étonner. Les subventions reçues en N, les subventions d'investissement, ça fait bien partie des capitaux propres. Donc c'est logique que ça fasse partie des autres capitaux propres dans le tableau de financement du plan comptable. Montant des subventions d'investissement reçues en N. Ça, en fait, quand on a calculé la CAF tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait besoin du 777. Qu'est-ce qu'on a dit ? Que pour trouver le montant du 777, on faisait quoi ? Je prends les subventions d'investissement qui existaient l'année dernière dans le bilan, au passif, plus les augmentations de quoi ? Des subventions d'investissement en N. Voilà, celle-là, là, que je cherche. C'est bien de l'argent qui est rentré. Je cherche de l'argent, toujours. D'accord ? C'est simple, simple. Ne quittez pas ça de votre tête. Donc si j'ai reçu des subventions d'investissement, c'est bien de l'argent que j'ai reçu. D'accord ? Plus les subventions d'investissement reçues en N, moins le compte 777, quote-part viré au compte de résultat, égale les subventions qui apparaissent au bilan. Les subventions qu'il y avait l'année dernière. Les subventions qu'il y a cette année, vous les voyez obligatoirement dans le bilan, de toute façon. Soit il y en a, soit il n'y en a pas, mais vous le voyez. Pour avoir le 777 ou le montant des subventions d'investissement reçues en N, tout est possible. Vous faites simplement une règle arithmétique, est-ce que vous comprenez ? Vous voyez bien si ça a augmenté, si ça a diminué, etc. etc. Et n'oubliez pas d'aller voir quand même dans les annexes, hors liasse fiscale, ou en bas du compte de résultat, si on vous donne le 777, d'accord, dans mon équation, subvention de l'année dernière, je le sais, plus les subventions qui ont été reçues cette année, j'en sais rien, moins
les subventions qui ont été virées au compte de résultat, moins le compte 777, je sais le retrouver, égale les subventions de cette année. Équation, premier degré, une inconnue. Chaud. D'accord? Vous voyez, quand on revient toujours sur les mêmes problèmes. Une fois, il faut trouver le 777, une fois, il faut trouver l'augmentation, etc., etc. On est d'accord sur le principe? Très bien. Ça, c'était pour les subventions d'investissement. Ensuite, il y a les avances conditionnées. Alors, je vous rappelle que ça, en fait, on en a déjà parlé, des avances conditionnées, lorsqu'on a vu le bilan fonctionnel. Quand on a vu le bilan fonctionnel, je vous avais dit qu'attention, maintenant, il faut savoir que dans un vrai bilan, au passif, il y a quoi comme poste? Les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions pour risques et charges et les dettes. Alors c'est vrai que dans 99,99% des entreprises, il n'y a rien en autres fonds propres. Mais vous vous souvenez ce qu'on avait dit pour les avances conditionnées? Dans les autres fonds propres, pour faire simple, il y a deux catégories. Les avances conditionnées et les titres participatifs. Je vous avais dit que les avances conditionnées, il y a deux possibilités. On fait simple, hein, je ne rentre pas dans les détails, on fait simple. Rappelez-vous, les avances conditionnées, c'est des sommes d'argent qui ont été allouées à l'entreprise, et par l'État, la région, le département, etc., etc., et pour faire simple, dont le remboursement est conditionné à un certain nombre de choses. Mais il peut être prévu, par exemple, que, on va faire comme ça, que si l'entreprise ne peut pas rembourser, mais ça on le sait dès le départ, ça peut être transformé en augmentation de capital. On diminue les avances conditionnées et on le remplace par une augmentation de capital. Est-ce que vous comprenez le principe? Eh bien, on mettrait dans les augmentations des autres capitaux propres si l'augmentation des avances conditionnées, ou si vous préférez les avances conditionnées qui ont été reçues, sont assimilables à des fonds propres. Comment je le sais, ça? Alors, je peux le savoir s'il y a eu des avances conditionnées. Il suffit de regarder les deux bilans successifs. Je vois bien s'il y en a eu ou s'il n'y en a pas eu. Par contre, ce que je ne peux pas savoir tout seul, en regardant le bilan, c'est si les avances conditionnées sont assimilables à des fonds propres ou assimilables à des dettes filles. Je suis en train de vous dire quoi? Que dans la réalité, évidemment, vous le sauriez, forcément, mais dans le cadre d'un examen, on serait obligé de vous donner une information à ce sujet. Et les avances conditionnées, vous avez compris, soit elles iront là avec les autres capitaux propres, soit on les retrouvera la prochaine fois avec les dettes financières. On est bien d'accord? Par contre, et on le verra, les titres participatifs, bien que faisant partie des autres fonds propres du bilan comptable, eux sont tout le temps assimilés à des dettes financières. Par contre, les avances conditionnées peuvent faire partie soit des capitaux propres, soit des dettes financières. Mais pour le savoir, le soit, je ne peux pas l'inventer. On est obligé de me le dire dans l'énoncé. Rassurez-vous, dans le sens où les avances conditionnées, c'est très rare, hein, d'accord? Donc bon, c'est pas sûr que vous ayez ça le jour de l'examen. On est d'accord? Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette première partie de cours sur le tableau de financement du plan comptable. Et ensuite, nous reverrons dans deux autres cours la suite de cette première partie, puis deuxième partie du tableau de financement. Je vous remercie de votre attention